Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Je souhaitais, pour terminer 2015, faire une vidéo sur la France et l'effondrement économique. Je souhaitais vous la faire en France, depuis Marseille, mais malheureusement j'avais une extinction de voix, et donc je n'ai pas pu la faire sur le Vieux-Port. Et il me faut la faire dans ma chambre d'hôtel, ici en Italie, où je suis pour la promotion de mon livre en version italienne. Alors, tout d'abord, mes excuses de vous parler de la France depuis la Suisse, enfin, puis je suis suisse, et donc ne prenez pas ce que je vais dire comme une critique, ou plutôt prenez-la comme une critique constructive, ou prenez-la simplement pour quelque chose venant de quelqu'un qui vous apprécie, qui a une certaine appréciation et admiration pour votre grand pays, en tout cas ce qu'il a été, et donc ne le prenez pas comme une insulte, ne le prenez pas comme une moquerie. Voilà, j'espère avoir mis un petit peu de garde-fou et bien sûr je parle sous le contrôle des éventuels experts qui pourront éventuellement corriger ce que je vais dire. Alors, tout ce que j'essaye de faire, c'est de vous dire quelque chose qui me paraît être la réalité, et la réalité souvent déplaît, et à la fin, comme je dis toujours, réfléchissez par vous-même, c'est ce qui compte. Alors quand on parle de la France, il faut d'abord voir les choses globales. Pour ceux et celles qui ont lu mes livres, vous savez que pour moi, nous sommes dans un monde avec une forte démographie, avec la fin de ressources naturelles fondamentales pour maintenir le mode de vie tel qu'on l'a développé aujourd'hui, et nous allons vers la fin de ces ressources, et donc nous n'allons plus pouvoir continuer longtemps de toute façon le mode de vie que l'on a aujourd'hui. Alors que nous épuisons ces ressources relativement et de plus en plus rapidement, la question va se poser, c'est comment on fait cette transition. Et ces ressources sont bien sûr le pétrole, sont bien sûr les terres agricoles, euh, l'écologie, les systèmes écologiques qui vont s'effondrer de plus en plus vite et de plus en plus partout parce que nous n'avons plus la capacité de produire suffisamment de nourriture, nous n'avons plus la capacité de maintenir la biodiversité à travers le monde alors que nous saccageons de plus en plus la planète, notamment par l'agriculture, mais aussi par la pollution. Et dans tout ce contexte, la seule solution qui nous est proposée par les politiques, dans l'essentiel parmi eux, c'est la croissance. Or, cette croissance, elle va être de plus en plus impossible dans un monde où les ressources deviennent rares et où les tensions vont augmenter. Donc ce grand contexte, il va toucher la France, puisque bien sûr, la France fait partie du monde, quoi qu'en pensent certains, et ce n'est pas une île isolée, et quand bien même, ces problématiques sont de toute façon réelles. Alors, euh, ce que l'on voit en France aussi, c'est que cette croissance, en réalité, en tout cas sur les 30 dernières années, elle a été fausse. Il y a eu très peu de création de richesses réelles. Au contraire, il y a eu beaucoup d'argent qui a été redistribué à partir d'une création de dettes. Et l'on voit que la France, à partir d'une dette inexistante début des années 70, arrive aujourd'hui, en 2014, à une dette de plus de 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire 100% du produit national brut. C'est-à-dire qu'il faut que la France travaille, l'ensemble des Français, de toutes les entreprises basées en France, travaillent une année entière, y compris sans compter la création de richesses, mais simplement le pur travail brut, pour pouvoir générer suffisamment d'argent qui correspond à la dette. Et après, vous n'allez toujours pas manger, euh, payer vos logements, etc. Donc, c'est considérable lorsqu'on arrive à 100% d'un PIB en forme de dette. Et ça va peser structurellement de manière très longue, puisque sans croissance, il n'y aura jamais de quoi générer suffisamment de profit pour payer cette dette. Et c'est un peu d'ailleurs le but de la dette, c'est de mettre les États et les peuples en esclavage. Il faut bien s'en rendre compte. Et puisque vous ne vous êtes pas révolté, maintenant vous êtes dans cette situation impossible à résoudre. Impossible. Et c'est vrai que si on revient à la dette par habitant, donc y compris les vieillards, y compris les fainéants qui foutent rien, y compris les enfants, la dette par habitant en France représente à peu près 28 000 euros par personne. Et donc, ça veut dire que comme il y en a deux qui bossent en France pour 5 ou 6 qui glandent rien, ou qui sont à la retraite, ou qui sont en bas âge, vous imaginez la dette réelle pour ceux qui bossent. Elle sera jamais remboursable. Ça veut dire que chaque personne qui travaille vraiment en France, en fait, doit rembourser pour elle et pour les autres quelque chose comme 50 ou 60 000 euros. En sachant ce que vous mettez de côté chaque mois, vous imaginez que vous n'arriverez même pas à payer les intérêts.
Donc, c'est juste impossible à rembourser et ça va peser extrêmement lourd sur des politiques inévitablement d'austérité, puisque ceux qui détiennent la dette, essentiellement des organismes financiers, des banques, des fonds de pension, etc., eux, ils sont pas là pour vous. Que vous creviez de faim ou pas, ils l'ont fait en Afrique, ils ont ruiné certains pays dans des pays en voie de développement, sans aucun état d'âme, ils vont vous ruiner et vous affamer, euh, sans aucun état d'âme également. Ils veulent être remboursés avant que vous puissiez finir votre fin de mois. Et si pour ça il faut faire sauter les retraites, si pour ça il faut faire sauter les, les allocations familiales, et ils le feront. Et bien sûr, ils vont commencer d'abord par les Français de souche, et ensuite par les immigrés récents, et après par les clandestins, puisque l'immigration est utilisée comme garde-chiourme, comme capot du camp de concentration qui est en train de devenir la France, mais pas seulement la France, vous le savez, le reste du monde aussi. Et donc, financièrement, vous êtes ruiné. La France est totalement ruinée. Il lui reste bien sûr ses actifs, sa terre, ses châteaux, ses ports, de moins en moins d'industrie. Donc on va voir aussi beaucoup de biens publics vendus, beaucoup d'entreprises publiques vendues, et le fameux État social français qui, à mon avis, marche pas, et en fait n'a jamais vraiment marché, euh, autrement qu'après-guerre où il y avait de la forte croissance parce qu'il fallait tout reconstruire et parce que justement il y avait aussi une démographie galopante, eh bien, ce fameux État social français, il est en banqueroute et il est fini, et dans quelques mois, dans quelques années, il va disparaître. Et posez-vous la question de ce qui va arriver socialement le jour où il n'y a plus aucune allocation. La dizaine de millions de gens qui glandent rien en France, qui ne vivent que d'allocations familiales, etc., sociales et autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont crever la dalle. Et est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont devenir violents? Posez-vous la question. Alors, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème de dette, c'est faire passer à la caisse le contribuable par des impôts de plus en plus grands, des impôts sur les gens qui sont propriétaires, pour les impôts sur les gens qui travaillent, donc encore une fois sur des forces productives, donc les gens qui bossent et les gens qui créent de la richesse, encore, il y en a, eux vont être taxés pour payer la dette et pour payer l'achat de la paix sociale, pour payer ceux qui glandent. Et ça va finir par coûter, d'autant que raisonnablement, on peut imaginer que vos impôts ne vont pas servir à l'investissement dans un monde meilleur en France, mais ils vont servir simplement à rembourser les banques. Donc en fait, on va avoir un braquage du système financier global sur l'État et sur les collectivités et sur les individus. Et bien sûr, entre-temps, les petites et moyennes entreprises, puisque les grandes se sont délocalisées, se sont détaxées fiscalement dans d'autres pays. Et donc, ce sera vous, Françaises, Français, qui travaillez, qui allez être touchés. Alors, ceux qui ne travaillent pas, pour plein de raisons, il y a les feignasses, j'en parle, mais il y a aussi des gens qui malheureusement ne trouvent pas de travail et qui pourtant le cherchent et sont vraiment volontaires. Vous aussi, vous allez souffrir parce qu'ils vont simplement vous taxer vos revenus et vos allocations. Et donc, vous allez tous vous faire totalement piller, in fine, en fin de compte, par la banque et la finance internationale qui va vous mettre à genoux. C'est comme ça. Après, est-ce que vous allez vous révolter ou pas? Moi, je ne peux pas vous le dire. L'autre élément qui fait que vous serez dans l'impossibilité de croître, c'est que votre industrie, c'est-à-dire ce qui crée de la richesse, industrie, artisanat, agriculture, en part du PIB de la France et a baissé de 35% en 1970 à moins de 20% en 2010 et aujourd'hui en forte baisse. On voit que cette délocalisation massive qui a eu lieu et qui a même été encouragée est subventionnée par la communauté européenne, par l'Union européenne. Donc en fait, on a payé des entreprises françaises pour aller mettre leurs usines en Europe de l'Est ou en Chine, ou en Inde, ou ailleurs. Et donc c'est avec vos impôts, via l'Union européenne, qu'on vous a démantelé votre industrie pour vous appauvrir, et il y a vraiment en place un plan Morgenthau pour la France, pour l'Europe, de vous désindustrialiser et de vous appauvrir de manière durable, parce que sans les industries et sans les savoir-faire qui en s'ensuivent, c'est très difficile de recommencer. C'est une infrastructure séculaire, c'est une tradition industrielle même, ou certainement artisanale, qui remonte à la révolution industrielle, et qui même avant vient dans la manufacture, dans les métiers à tisser, dans l'artisanat français ancestral, qui a des siècles d'expérience, et tout ça, ça a été cassé, ça a été détruit, démantelé. Là-dessus, les processus de migration massive que l'on a vus ces 30 dernières années vont s'accentuer du fait de l'appauvrissement et de l'accroissement des zones en conflit à travers le monde. On voit le Moyen-Orient, on voit en Afrique par endroits, où
des millions de gens chaque année tentent leur chance pour débarquer en Europe en croyant qu'ils vont trouver l'Eldorado et une richesse, mais malheureusement, pour l'immense majorité, ils trouvent des boulots de merde, si dans le meilleur des cas, voire rien du tout, et ils sont encore dans l'espoir et dans l'illusion que justement ils vont pouvoir vivre en foutant rien, aussi pour certains, grâce aux allocations, et le fait d'arriver en France et de faire 15 gamins, ça va vous permettre de vivre, alors ok, une vie de merde, mais pour certains, quand vous venez du fin fond du Tchad en guerre, ou de l'Irak qui est démonté par les forces de la démocratie, arriver en France, même si vous vivez dans un petit appartement payé par la collectivité et que vos 15 gamins touchent et vos 3 femmes touchent des allocations, c'est mieux qu'être sous les bombes, c'est mieux que dans la famine. Donc il va falloir encore un sacré moment avant que ces gens se disent non, l'Europe c'est la merde, on ne viendra pas. Ils vont continuer à venir et ça va poser des problèmes de plus en plus violents, de plus en plus lourds. Et on voit aussi une radicalisation. On a le phénomène de l'islamisme, ou de l'islam en général, qui est amené par cette immigration qui, par la force des choses, vient en grande majorité de pays musulmans. Et donc, au bout d'un moment, comme c'est inhérent à l'islam, la conquête d'autres terres, depuis que ça existe, il y a ce problème de conflit qui va devenir ouvert. Alors on peut apprécier ou ne pas apprécier, c'est pas la question. La question c'est quand des peuples différents, avec une culture différente, arrivent en masse sur un territoire, et s'ils ont une idéologie de conquête, ce qui est le cas de quasiment toutes les cultures du monde, au bout d'un moment ils vont vouloir conquérir ce monde. Et aujourd'hui ils peuvent se permettre d'imaginer que ça devient possible. Alors moi, je ne vais pas commenter plus loin, mais simplement c'est un fait qu'on peut constater, et il y a des gens qui se battent contre ça, il y a des gens qui se luttent contre ça, y compris des musulmans qui ne veulent pas amener la guerre civile et le chaos. Bien sûr, l'immense majorité, elle veut simplement travailler, mais la masse et le flux de nouveaux arrivants fait que ça devient, et ça va devenir de plus en plus ingérable, et qu'à mon avis, la France va vers la guerre civile. Et ce n'est pas parce que c'est mon avis que je le souhaite, et ce n'est pas parce que c'est mon avis que ça va le provoquer. On est bien d'accord. Et les conflits récents en Syrie et en Irak ont aussi amené la problématique du retour d'un certain terrorisme, puisque beaucoup de gens qui ont été formés à la guerre vont rentrer en France, et je crains que l'on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais à mon avis c'est vraiment une question de semaines, de mois, des attentats terroristes sanglants, comme ceux qu'il y a eu au Kenya, où des groupes armés fanatiques vont prendre des armes et rentrer par exemple dans des lieux publics. Alors je ne vais pas donner trop de détails parce que moi j'ai une imagination fertile et je n'ai pas envie de donner des idées, et il y aura des massacres. Le contre-coup risque d'être à l'inverse, des gens peut-être un peu énervés qui vont faire des attaques à la Breivik, c'est-à-dire s'en prendre soit à la population immigrée, soit à ceux qu'ils considèrent des collaborateurs et des gens qui facilite cette immigration. Donc on peut très bien imaginer un congrès du Parti socialiste qui se fait attaquer par des groupes armés. On peut très bien imaginer, ou d'un autre parti, hein, ils sont tous les mêmes en France, ils sont tous pour l'immigration. On peut très bien imaginer la sortie d'une mosquée un vendredi, un attentat, on peut très bien imaginer énormément de choses, et ce sera même très difficile de savoir qui fait vraiment ces attentats, parce qu'il y a beaucoup d'organisations à travers le monde qui ont intérêt au chaos. Et donc on peut s'attendre à des attentats sous faux drapeau. C'est une spécialité de plus en plus courante, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, pour créer du chaos, pour que peut-être les Français entre guillemets de souche et les Français d'origine immigrée se tapent entre eux au lieu de regarder le problème qui est la mise en esclavage de la nation entière et par la finance internationale. On peut très bien imaginer ce genre de scénarios et qui sont difficiles et qui permettent, qui créent des situations d'animosité et donc de tensions très lourdes qui malheureusement sont très difficiles dans lesquelles il est difficile de garder la tête froide. Là-dessus, est-ce que la police, l'armée, les renseignements de l'État français seront capables de prévenir, de gérer? C'est le cas aujourd'hui, ils font un travail extraordinaire, mais pendant combien de temps? Et avec quels moyens? En sachant que ces moyens vont diminuer. Donc la question va se poser. Ensuite, vient aussi la question de la capacité de maintenir l'ordre. On voit aujourd'hui qu'en France, il y a des centaines de zones dites de non-droit, où finalement l'État a laissé cette zone à un autre État, c'est-à-dire à l'État organisé par les mafias locales, qui sont souvent des trafiquants de drogue dans certains quartiers. Alors c'est de pas mal d'ethnies différentes, mais clairement,
Il y a des États où la police n'est plus la bienvenue, où les services de l'État et de la collectivité ne sont plus les bienvenus. C'est assez intolérable dans un pays, donc on voit un morcellement déjà aujourd'hui du territoire français. Euh, ces zones, que vont-elles devenir, que vont-elles faire le jour où ces trafics s'arrêtent pour des raisons économiques ou si cette situation s'empire, ça va être très très compliqué et on risque d'avoir en fait un morcellement du pays avec des petits duchés, des petits barons, des petits caïds, des petits émirs qui vont prendre le contrôle de ces zones. Et tout cela dans le cadre d'une Union européenne qui est la vraie preneuse de décision de ce qui se passe en France. L'État français n'est plus souverain, il ne bat plus monnaie, il ne maîtrise de moins en moins, il ne maîtrise même plus ses budgets. Et tout ça est géré par l'Europe, une Europe que l'on voit extrêmement corrompue, extrêmement soviétique dans son bureaucratique et soviétique dans son fonctionnement, et avec une idéologie d'abord de corruption et aussi de domination des différents pays européens et par une sorte d'élite complètement corrompue à mon avis, complètement à la petite semaine, qui elle-même est bien sûr sous la domination de lobbies de toutes sortes, industriels mais aussi politiques, euh, et aussi de l'influence très forte de pays étrangers, par exemple les États-Unis qui connaissent le contenu de tous les emails et de toute la vie privée de tous ces députés européens, de tous les politiciens européens et industriels européens qui font de l'espionnage industriel, qui font de la corruption politique, qui en fait poussent l'Europe, et c'était le projet depuis le départ, à être le vassal soumis euh, et qui est d'accord de se faire piller pour faire survivre les États-Unis encore quelques temps. Donc on voit qu'il y a on solde l'Europe et on va solder le monde pour faire tenir les États-Unis avec son mode de fonctionnement et son mode de vie immonde et de gaspillage et d'utilisation des ressources euh, pour, euh, pour quelques mois, pour quelques années. Et tout ça, ça va être la destruction de l'Europe pour les États-Unis, pour le bien de quelques oligarques anglo-saxons. Et on voit que la France, dans cette pyramide de domination, avec des oligarques qui eux-mêmes maîtrisent les banques, qui eux-mêmes maîtrisent les entreprises et les politiciens, et qui finalement gèrent les services de répression de l'État, on voit qu'on a une pyramide qui se met en place de, de captation de ressources maximales et de domination et de contrôle et de mise en esclavage des peuples. Et pendant combien de temps cela va durer? Jusqu'à ce qu'on ait le ventre. Pendant ce temps, pour l'instant, on a encore les frigos relativement remplis et le ventre plein, mais ça ne durera pas toujours. Donc on va avoir des problèmes extrêmement lourds de ce côté-là. Alors comment vont réagir les Français à cette situation? Aujourd'hui, réellement, quand on regarde la majeure partie des Français, on voit que ce sont déjà des zombies. On voit que lorsqu'il y a des soldes, ils se ruent en masse dans les magasins. On voit que les hommes qui, dans le temps, étaient connus pour être des hommes droits, avec une certaine classe, avec une certaine tenue, avec un amour un amour des femmes courtois, un amour, une certaine dignité, même si les meilleurs d'entre eux sont morts pendant les guerres. Mais enfin, il y avait encore quelque chose chez les hommes français. Aujourd'hui, on voit qu'entre la gay pride, et j'ai rien contre l'homosexuel, mais quand on voit des gens qui se baladent dans la rue avec une plume dans le cul, qui s'habillent en gonzesse, euh, ils vont pas tenir longtemps en cas de crise. De la même manière, on voit les modes qui sont de plus en plus féminines pour les hommes. On voit les goths, les émos, toute cette approche antivirile chez la majorité des gamins. On voit des hipsters, on voit en fait que l'homme métrosexuel doit faire 50 kilos, se maquiller comme une gonzesse et être comme une femme. D'abord, il va pas plaire aux femmes. Et en plus, ce manque de virilité, va pas le faire, va pas faire en sorte qu'il soit quelqu'un qui réagisse à ce qui arrive. Ça va être quelqu'un qui va être soumis et qui va subir. On le voit d'ailleurs avec les banlieusards, les racailles, qui eux ont encore, alors à part qu'ils sont un peu abrutis, mais ils ont encore cette virilité. Et cette virilité, alors certes, qui est frustrée parce que comme ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas baiser, mais parce qu'il faut de l'argent quand même hein, pour séduire une femme. Sinon, parce que l'argent c'est symbole de pouvoir et de protection, etc. On voit que beaucoup de Français de souche, ils sont complètement soumis, et c'est un peu les eunuques de l'immigration qui les colonisent. Et c'est assez flagrant, alors pas tous, évidemment, mais enfin on voit ce processus
qui est un processus préoccupant, mais qu'on voit aussi dans des pays où il n'y a pas d'immigration. On voit au Japon une partie de la jeunesse qui est totalement asexuée, voilà, c'est une phase de peut-être de suicide euh, avant la fin. C'est-à-dire c'est une forme de préparation au suicide ou de se préparer à l'abattoir avant la fin et c'est préoccupant. Moi je pense que c'est très préoccupant en France. C'est pas forcément comme ça dans tous les pays, mais c'est particulièrement flagrant en France. Et là où même les artistes, dans le temps, avaient un côté macho, même un Gainsbourg, il avait un côté rentre dedans dans ta gueule avec une image masculine, même si c'était un petit gars, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'exacerbation à la caricature, le rappeur ultra viril, complètement même absurde, dans cette virilité complètement qui va à l'encontre d'ailleurs du féminisme, qui va à l'encontre de la tolérance envers les minorités, etc., avec des tatouages partout, etc. Et à l'inverse, on voit des Conchita Wurst et d'autres, justement, des artistes complètement féminines. Alors, il y a toujours eu des homosexuels chez les artistes, évidemment, et il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai vraiment aucun problème. Mais c'est vrai que quand on met en avant une femme à barbe, enfin un homme, femme à barbe, on ne sait plus, c'est voulu, c'est aussi pour casser, pour mettre le nez dans le caca de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est solide et tout ce qui a des racines. Pour les femmes, c'est pareil. On avait des femmes, notamment les femmes françaises, qui étaient connues dans le monde entier pour leur élégance, pour leur classe. Aujourd'hui, c'est de plus en plus la pétasse, la pute, carrément. Euh, et moi, j'ai aucun problème avec la nudité. J'ai même aucun problème avec une sexualité débordante. Ça n'est pas du tout un problème pour moi. Je suis pas un prude ni un chaste. Mais on voit ce narcissisme, notamment des femmes, où pour être séduisante, il ne faut plus s'habiller correctement, il faut se faire un selfie à moitié à poil et le mettre sur YouTube. Et, et donc c'est un pudeur public et peut-être une omniprésence de la, non pas de la sexualité, mais de la pornographie dans la vie de tous les jours où ça devient presque la mode d'aller faire un gangbang et de se faire filmer. Euh, ça posera des problèmes. Je juge pas les gens en tant qu'individus ce qu'ils font, à la fin ils font ce qu'ils veulent, mais ils vont devoir en assumer les conséquences, et je le sais, ils ne l'assumeront pas, et ils vont trouver des excuses, ils vont rationaliser, et ça va être un problème. Et à l'opposé, nous avons aussi cet islamisme, qui est en fait un retour peut-être trop fort et très fort à des cultures qui ne sont d'ailleurs pas des cultures françaises, mais qui sont des cultures traditionnelles dans les pays du Maghreb ou en Arabie, où il faut couvrir les femmes, où il faut les soumettre. Alors tout ça, évidemment, c'est packagé avec un argumentaire où en fait non, on les protège, etc. Je comprends hein, l'argumentaire de l'islam, j'ai lu hein, le Coran et tout ça. Mais c'est vrai que ça va faire un choc, et ça fait déjà un choc dans la culture européenne de voir des femmes, une culture européenne où les femmes ont toujours été très importantes, de voir une approche d'une culture africaine, subsaharienne, ou une culture euh, arabo-musulmane et surtout intégriste, salafiste. Ça va faire un choc et ça va créer un choc, un décalage qui va aussi poser des problèmes très très lourds. Et d'autant que euh, on est dans un monde hyper sexualisé, on voit des femmes magnifiques à moitié à poil toute la journée, alors qu'en réalité, elles sont pas si belles que ça dans la réalité. On a une omniprésence de la pornographie et c'est pas étonnant qu'à la fin le résultat c'est qu'on voit des hommes jeunes frustrés parce qu'ils n'ont pas d'argent et parce qu'ils n'ont pas les moyens de séduire des femmes qui vont se laisser aller à des violences, qui vont revenir à un atavisme, c'est-à-dire cet instinct très fort de reproduction que l'on a qui se traduit par l'instinct sexuel lorsqu'il est confronté à un refus parce que économiquement ou parce que nous n'avons pas les moyens, l'homme malheureusement se résout à la violence pour obtenir ce qu'il veut et on voit souvent de plus en plus 200 viols par jour en France, viols avec violence, viols avec... et en sachant plus qu'il y a une impunité quasiment totale. Aujourd'hui, vous violez une fille, s'il n'y a pas eu de violence, il y a probablement une peine avec sursis, et même avec violence, il y a rarement des peines supérieures à 6 mois, et en sachant qu'avec les aménagements de peine, parce que les prisons sont pleines, et puis parce que l'idéologie socialisto-gauchiste veut que de toute façon c'est la faute de la société, c'est pas la faute du criminel, probablement si vous avez moins de 6 mois ou moins d'une année, vous n'allez même pas purger votre peine, vous allez avoir un bracelet électronique, alors que vous avez probablement détruit de manière durable la vie d'une jeune femme ou d'une vieille femme, parce qu'il y a aussi des viols de vieilles, etc. Il y a des choses absolument atroces que nous raconte la police, et quand on veut bien se donner la peine de lire ce qui se passe vraiment et non pas les statistiques qui sont édulcorées de l'État, nous nous rendons compte que c'est une situation abominable.
Et on voit même que dans la publicité, on pousse à cette hypersexualité, on pousse même à la limite euh, au viol, et on montre par exemple dans toutes les publicités des hommes noirs avec des femmes blanches, alors que dans la réalité, les couples mixtes ne sont pas aussi fréquents. Et donc après, on s'étonne qu'il y ait des populations d'origine africaine ou arabo-maghrébine qui violent des femmes françaises blanches, bien que je pense, ce serait intéressant de voir quelle est l'ethnie des viols. À mon avis, ça se passe plus dans les cités que le raid, la razzia dans le 16e arrondissement pour prendre la fille d'une bourgeoise et la ramener chez soi et la violer dans une cave. Mais enfin, cette guerre ethnico-sexuelle, elle commence à se voir. Et elle est encouragée par cette idéologie du métissage que l'on voit et qui ne correspond pas à la réalité ou au désir des gens et qui finit par frustrer les gens et mettre en place aussi un système de conquête où des bandes de racailles qui se disent musulmanes alors que ce n'est pas du tout dans l'islam le fait d'aller violer des gens, vont se dire ouais la tepu, la pute française, on va la niquer, on va la prendre, etc. Et comme il n'y a pas d'impunité, eh bien ça va être continué, ça va devenir un effet de mode. Et c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. Alors, au-delà de ça, quand on voit justement l'état de délabrement, moi j'aime pas parler de morale, mais c'est vrai que quand on voit dans les transports publics le comportement des gens, le nombre de fous. Vous prenez le métro, moi je prends parfois le RER ou le métro à Paris, hein, et il y a des gens qui hurlent tout seuls, qui se comportent de manière horrible, des gens qui urinent dans les coins, et malgré la vidéosurveillance, on voit que ben, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, la loi ne va pas les punir. Donc, on voit de plus en plus de gens qui sont largués par le système, qui deviennent fous, qui deviennent euh, avec des comportements totalement non maîtrisés. Et ça, on le voit de plus en plus. Et ça va poser aussi des problèmes, puisque ces gens coûtent et surtout, ils détruisent. Et là-dessus, les gens, entre guillemets, normaux, qu'est-ce qu'on fait? Et je me considère parmi eux. Eh bien, on passe de plus en plus de temps sur Internet à hurler, à faire du trolling, à avoir des combats, des joutes sur Facebook et sur les forums Internet où oui, je suis pas d'accord, machin, facho, pas facho. Euh, et on se rend compte que notre énergie, euh, elle se diffuse et elle se gaspille dans des combats et dans des discussions stériles. Et ça, c'est un des problèmes d'ailleurs très forts en France, où il y a toujours eu la joute verbale pour trouver son rang dans la société. Et or, sur Internet, cette joute n'en finit jamais, parce qu'au bout d'un moment, la joute verbale, si on commence à casser quelqu'un d'un peu plus fort que vous, au bout d'un moment, il va s'énerver, il va sortir son épée, il vous nique en duel. Sur Internet, c'est pas possible, il faut y aller tant que vous voulez, vous ne me faites pas du mal. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, structurellement, on voit que le rêve américain avec de la petite maison, avec la petite voiture, avec la maison pavillonnaire et la voiture, est arrivé en France où finalement la plupart des gens n'ont plus de revendications sociales. Tout ce qu'ils veulent, c'est devenir des petits bourgeois avec une petite maison, une petite voiture et avoir un petit boulot avec juste de quoi pouvoir se payer une sortie le vendredi et le samedi soir, de quitter sa voiture, d'avoir un peu de joint, un peu de drogue pour passer le temps, avoir une PlayStation pour s'abrutir devant des jeux vidéo. Et on voit que la vie de la plupart des Français, leur rêve, c'est un rêve de merde. Et ça aussi, ça va être un problème. D'autant que les métiers que l'on fait sont de plus des métiers dématérialisés, on ne fabrique rien, on ne voit aucun résultat, ce sont des métiers de service, du tertiaire. Ça ramène quoi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah ouais, j'ai fait un tableur Excel, j'ai fait de la comptabilité. Mais pourquoi faire? Ah oui, c'est pour des systèmes financiers. C'est très très immatériel. L'être humain, il a envie de voir le mammouth qui vient de tuer et qui va bouffer. Ça, c'est concret. Il a envie de fabriquer une paire de nouvelles chaussures qu'il va pouvoir vendre ou qu'il va pouvoir offrir à sa compagne ou une belle couverture pour ses enfants. C'est concret. On veut fabriquer un outil, des voitures dans une industrie et se dire voilà, j'ai contribué à fabriquer ce pont, ce bateau, cette fusée qui va aller conquérir l'univers. Non, aujourd'hui, on fait de la comptabilité, on travaille euh, à réconcilier des systèmes financiers. C'est très immatériel, c'est déprimant et notre vie, de plus en plus faite à crédit, encouragée par les grandes surfaces, par les vendeurs, par les commerciaux et par l'industrie, nous encourage à nous endetter pour acheter des produits dont nous n'avons pas besoin. De plus en plus, notre nourriture devient malsaine parce que les produits sont chimiques, produits hors sol, de mauvaise qualité. On ne parle même pas de l'état abominable dans lequel sont élevés les animaux en batterie, cochons, porcs, poulets, volailles, etc. La bouffe de plus en plus grasse, rapide, quick, halal,
kebab, sur le pouce rapidement. On est en train de devenir comme les États-Unis, obèses, en mauvaise santé, euh, obnubilés par la consommation au quotidien. Pas étonnant qu'on devienne dépressif, malade et sans espoir et sans vision d'avenir positive. Alors la France, il faut le dire, c'est un grand pays malgré tout. Regardez l'histoire de votre pays. Vous avez bâti les cathédrales, vous avez exploré le monde, vous avez parcouru les océans et les terres pour la gloire, pour la recherche. Vous avez une tradition scientifique de Descartes et bien d'autres. Marie Curie est extraordinaire. Vous avez parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Vous avez fabriqué et construit des prouesses technologiques qui étaient l'envie du monde entier. C'est vous qui avez construit la Statue de la Liberté pour les États-Unis. C'est vous qui avez fabriqué la plupart des ponts à travers le monde. Euh, Vous étiez en pointe, même culturellement. On ne va pas aller sur la liste des immenses auteurs de Molière à Camus et plein d'autres, à Rabelais. Enfin, l'histoire de France est pleine d'une culture riche qui a rayonné sur le monde et que les gens voyaient comme étant faire ses études dans une école française, dans un lycée français, c'était pour les élites du monde entier, du monde arabe, du monde américain, de partout, c'était quelque chose de c'était un garant de réussite sociale et économique, et c'était culturellement un moyen de s'épanouir intellectuellement. C'était quelque chose, vraiment. Et puis, moi, j'aime aussi l'aspect guerrier. Je veux dire, la France, le peuple français, c'est quand même les Gaulois, c'est Brennus, c'est Vercingétorix, c'est quand même ensuite la Gaule gallo-romaine, c'est aussi Clovis, Charles Martel, c'est Charlemagne et Roland, c'est la chevalerie et le Moyen Âge français, c'est Philippe Auguste, c'est les batailles parfois désastreuses, c'est Azincourt, Crécy, c'est le courage de la chevalerie française, ce sont les guerres d'Italie, Pavie, c'est bien sûr Jeanne d'Arc, les guerres d'Italie, Pavie avec Charles XII, François Ier, Marignan, ce sont plus tard les guerres de Louis XIV, Rocroi, Malplaquet, enfin du courage, de l'organisation, une structure qui a amené la France. Alors certes, alors vous allez me dire c'est la guerre, c'est pas gloire, mais c'est quand même la gloire, c'est quand même la démonstration d'une capacité de l'être humain à imposer sa volonté sur les autres de manière parfois glorieuse. Et, euh, et on pense à Mazarin, même les guerres de la Réforme en France, elles ont été Richelieu. On pense aux guerres glorieuses, même si perdues en Nouvelle-France contre l'Empire britannique. Puis la Révolution, avec ces idées qui parfois nous ont, en fait font du mal, mais qui étaient parties peut-être d'un certain idéalisme. Euh, Napoléon, un homme grandiose qui a amené la France à rayonner sur le Moyen-Orient, dont on se souvient encore aujourd'hui, sur les champs de bataille de Iéna, Austerlitz, euh, et puis les charges glorieuses d'un Murat, Eylau ou ailleurs. Euh, voilà, la France c'était quelque chose. Pensez à Eckmühl, Essling, Wagram, des sacrés, euh, des sacrées performances, même si c'est des millions de morts à la fin, les guerres napoléoniennes. Enfin, c'est aussi les guerres d'Italie, c'est aussi la Crimée, même si la dernière, c'était pas très glorieux. C'était quelque chose, la France. C'était aussi un empire. Alors certes, moi je pense que la colonisation, c'est une mauvaise chose dans tous les sens. Mais enfin, il y avait aussi une volonté d'amener une certaine civilisation. Encore une fois, je pense que c'est une erreur. Et puis, c'est le sommet de la brillante civilisation française avant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, le gouffre. Le gouffre de la Première Guerre mondiale, certes, avec beaucoup de courage. On pense à Verdun, on pense au chemin des Dames, même à la révolte des soldats français qui n'ont pas voulu euh, obéir à des ordres stupides. Mais après, on pense aussi à la Deuxième Guerre mondiale avec les Bir Hakeim, l'armée d'Afrique, l'escadrille Normandie-Némen. On voit et puis une certaine résistance. Alors pas tous, beaucoup de résistance c'était des collabos, mais enfin, il y a quand même une vraie histoire de résistance en France qui nécessite encore d'être écrite parce qu'on ne sait pas encore tout sur la vraie résistance qu'il y a eu en France.
Et ça, c'est relativement admirable. Ensuite, il y a les guerres de décolonisation, bien sûr, même si elles sont des défaites, elles sont quand même c'est des défaites glorieuses. Dien Bien Phu, la bataille d'Alger, la guerre du Golfe en 90. Et aujourd'hui, malheureusement, la France devient de plus en plus un, un harki des États-Unis. Et elle intervient dans des guerres pour les intérêts américains en Afrique, au Moyen-Orient, en Afghanistan. Et tout ça alors que la population française est de plus en plus en précarité. Il y a de l'argent qui est dépensé pour aller faire les guerres, voilà, pour les États-Unis à travers le monde. Et on se rend compte que les budgets rapetissants et les moyens de l'armée française et de la France en général se réduisent. Et on va se poser la question de savoir combien de temps encore la France va pouvoir maintenir l'ordre, d'abord à l'étranger, mais surtout chez soi, avec bien sûr les drames humains, avec les morts, etc. Donc cette gloire de la France, malheureusement, elle est finie. Et je crois qu'elle est finie pendant très très longtemps. Et on voit que la France est totalement vassale aussi des États-Unis, puisque quand les États-Unis disent qu'il faut faire des sanctions contre la Russie, euh, la France obéit. Il n'y a plus de diplomatie française indépendante. Euh, on voit que la France est totalement soumise aux intérêts américains et que de plus en plus, les militaires sont traités très très mal, avec des soldes qui sont mal payés, des équipements qui font défaut, et ça, on arrive à des problèmes très très lourds. Ensuite, sur l'économie, en 20 ans, l'industrie a perdu 2 millions d'emplois. Euh, les, la nouvelle révolution économique, elle n'existe pas. C'est l'industrie qui crée de la richesse. Il y a 6 millions de fonctionnaires et assimilés en France. Ce sont des gens qui produisent peu de richesse. Au meilleur des cas, ils aident à faire tourner l'infrastructure, mais ce ne sont pas des créateurs directs de richesse. Et les transferts sociaux, c'est 33% du PIB. C'est-à-dire que 33% du PIB est redistribué. C'est juste monstrueusement élevé, c'est sanctuarisé en plus. Et donc ça crée une caste de gens qui sont garantis de toucher de l'argent de l'État, qui sont en fait les privilégiés, qui sont en fait les nobles ou le clergé de notre époque. Alors que le tiers-État, le peuple, il travaille. euh, et donc on se rend compte que les dépenses publiques, c'est 57,4% du PIB. Et donc, évidemment, avec des trous gigantesques dans la sécurité sociale, dans les assurances, etc. On l'a dit, la dette de l'État, c'est 100% du PIB. Donc ça veut dire que la dette devient simplement énorme. C'est 45 milliards de dettes aujourd'hui. Et ça, c'est avec des taux d'intérêt bas. Quand ces taux d'intérêt finiront tôt ou tard par peut-être remonter, ça va juste être énorme. On voit que le déficit de l'État est de 4,4%, c'est-à-dire que chaque année, c'est la perte, le déficit de l'État, et ça, c'est les chiffres officiels. Et on se rend compte aussi que la majeure partie, 75% des créanciers de l'État français, sont étrangers. Donc ça veut dire que ils vont pas vous faire de cadeaux, ils n'ont aucun sens de patriotisme. Ils vont vous écraser dans cette dette jusqu'à ce que vous disiez stop ou jusqu'à ce que vous les envoyez chier. Mais sans armée, ça va être difficile de devenir souverain. Euh, les dettes des régions, elles sont aussi à peu près à 100% de leur PIB, et je crois que ça représente plus de 170 milliards d'euros. Euh, pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent créer de la richesse par l'entreprise, on se rend compte que 72% de ce qu'ils gagnent est prélevé en charges, cotisations et impôts. Il n'y a pas de retraite quasiment, donc il n'y a aucune motivation à se lancer et devenir entrepreneur. En plus, ils doivent payer pour toutes les catégories protégées par l'État, mais eux-mêmes doivent payer pour leur propre santé, qui est à leur propre charge. Et les prélèvements en France sont parmi les plus hauts du monde. Je pense que c'est les plus hauts du monde, beaucoup plus hauts qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne, 68% plus haut qu'en Suisse et 77% plus haut qu'en Grande-Bretagne. C'est juste un État communiste, en fait, la France. Et avec un code du travail, par exemple, moi j'aime bien de voir que le code du travail français a 3200 pages. Un code du travail, ça devrait avoir une page. C'est tout simple. C'est une réglementation qui étouffe et qui paralyse les entreprises. Il crée du chômage. Et finalement, avec aussi un temps de travail parmi le plus faible du monde. Et ça sera très très difficile de se bouger quand surtout des lois forment un carcan, que vous travaillez beaucoup ou pas beaucoup, c'est une question individuelle, mais vraiment ça pose un problème très lourd dans la capacité à la France de créer de la richesse et donc va accentuer l'effondrement qui arrive. Les parts des prélèvements, donc quelqu'un qui gagne 35 000 euros en France va finir par payer 30 000 euros entre lui et son patron ou son entreprise de prélèvements. C'est juste absurde. Donc ça veut dire que l'État est un immense parasite, le système étatique et de redistribution est un immense parasite en France et il a un coût juste démoniaque. Donc
Quand on voit que, par exemple, en plus, l'impôt sur le revenu qui a été créé temporairement en 1914, mais c'est jamais temporaire ces trucs-là, il est à la fois injuste et inefficace. 2% des contribuables assurent pratiquement 50% des recettes. Et 50% des ménages ne payent pas d'impôts. Donc en fait, on se rend compte il y a vraiment de moins en moins de gens qui bossent pour payer tout le reste. Et donc la dette va continuer à augmenter et de plus en plus, euh, la- la- tous les gens qui créent de la richesse vont être juste pressurés comme un citron jusqu'à ce que ça finisse. En plus, il y a une mentalité qui, moi, me déplaît en France. Alors, prenez-le pas personnellement, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a cette idée que tout le monde est égal et que tout le monde doit avoir le même résultat, que l'État redistribue pour que tout le monde soit pareil. Il y a un corporatisme aveugle, donc une collusion entre l'État et les grandes entreprises. Il y a un goût de la rente au lieu du travail. Il y a une certaine haine de la réussite et l'amour du conformisme. Il faut que tout le monde soit pareil. Et puis cet amour de la palabre pour toujours, pour toujours, pour toujours. Et finalement une mentalité de gauche où euh, il faut partager l'argent des autres. Mais attendez, laissez tranquille l'argent des autres et laissez la richesse se créer et arrêtez de cette redistribution. Enfin, c'est mon avis. Après, l'immigration en France, elle coûte. C'est des milliards d'euros chaque année. Et ensuite, il faudrait voir un petit peu comment l'argent qui était engouffré dans des allocations et la mise en place, d'aménager les banlieues et à perte, pour rien, puisque une grande partie de l'immigration ne travaille pas. Et donc, euh, c'est une catastrophe sociale, économique, ethnique qui est en train de se préparer. Et je le dis vraiment de manière neutre, hein, sans... Donc la conséquence, c'est que l'économie, elle va continuer à tomber, à tomber, à tomber, la dette va continuer à grandir, à grandir. Les bacs plus 6 vont partir, alors que les bacs moins 6 continuent à arriver. Donc évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de former quelqu'un qui est abruti, et ça coûte très très cher de laisser partir quelqu'un que vous avez formé dans les très grandes écoles, notamment pour les ingénieurs qui ont encore une bonne formation. Et donc, les vrais pauvres touchent pas un rond, alors que les assistés et les parasites, y compris les commis de l'État, enfin y compris la structure étatique et de certains fonctionnaires, eux continuent à toucher de l'argent et à appauvrir le pays. Pas étonnant que plus personne ne veut investir en France. Je crois qu'en 2013, 77% des investissements étrangers il y a eu 77% de baisse dans les investissements étrangers. Alors, qu'attendre de la politique? Ça papote, ça papote, ça palabre. Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, ça papote, ça parle, ça promet, bien sûr. Demain, on rase gratis. Mais la réalité, c'est que chaque année, c'est de pire en pire. Sarkozy vous a vendu votre or, vous a trahi, vous a vendu à la France. Je pense que si c'est pas étonnant qu'ils aient éliminé le crime de haute trahison, parce que normalement, tous ces gens, ils devraient être fusillés. C'est ce que je pense. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est ce que je pense. Et donc, François Hollande, à la fin, c'est des gens de plus en plus ridicules, c'est des gens de plus en plus insignifiants, c'est des gens qui, on le voit de plus en plus, sont complètement, ne sont pas aux commandes, ne dirigent plus rien, et en plus c'est juste humainement et intellectuellement des nains. Euh, et physiquement, et on le voit de plus en plus, c'est des gens sans couilles, sans rien, sans testostérone, sans capacité sans la virilité nécessaire de prendre les commandes et de faire quelque chose. Non, ça va rester des gagnes petits à la petite semaine. Euh, et pour certains, ils gagnent beaucoup par la corruption, mais ils détruisent le pays et, euh, et c'est la fin. Et quant à la population, ben, de toute façon, elle est abrutie par la télévision, par les jeux, euh, par l'assistance, l'État nounou. Et on se rend compte que la France est en train de se désagréger et on voit de plus en plus, quand on voit par exemple les Femen, à quel point elles sont médiatisées alors que ces quatre putasses qui font les connes dans la rue, normalement elles sont bastonnées par la police et mises en prison en garde à vue et puis on les relâche le lendemain pour trouble public, puis c'est rien. Mais non, on voit les journalistes qui viennent, on voit que c'est organisé, on voit que c'est organisé par les États-Unis, on voit que une certaine islamisation des banlieues elle est organisée par les États-Unis, par le Qatar. Les tensions communautaires sont aussi organisées et instrumentalisées. La situation, on l'a vu avec ces histoires de mariage homosexuel, on s'en fout, tout le monde s'en fout du mariage homosexuel. Sauf que, je veux dire, ça concerne 100 personnes, ou 200 s'ils sont à deux. Mais enfin, ou 300 s'ils sont à 3 bientôt.
Et puis, voilà, la majorité de la population ne le veut pas, mais bien sûr, il n'y a pas de démocratie en France, donc il n'y a pas de référendum et on ne demande pas l'avis au peuple. Et on voit que même quand il y a 1 million ou 1,5 million de personnes qui descendent dans la rue, l'État n'en a absolument rien à foutre. Alors que quand il y a 50 racailles qui viennent saccager le centre-ville après un match de foot, là, oulala, là, on les relâche, on les lâche tout de suite, on va surtout pas faire du mal à ces petits chéris. Parce que on se rend compte à quel point qui domine et qui est mis en esclavage. On voit très bien qu'on instrumentalise les racailles pour être des gardiens de prison pour la population. Et plus cette population est traditionnelle, plus il y a une haine de l'État. Et je pense que l'État est devenu l'ennemi de la population française. Vraiment l'ennemi à mort. Et je pèse mes mots. Donc ça va poser des problèmes, d'autant que finalement on voit, par exemple, on a vu ce contre le mariage pour tous, ces millions de gens chrétiens, et pas que chrétiens et catholiques, il y avait aussi des musulmans, enfin la plupart des musulmans, ils attendent de toute façon, le temps leur permettra d'imposer la charia dans toutes ces histoires de mariage homosexuel, de féminisme, etc. De toute façon, ils vont le régler dans 20 ans. Donc, démographiquement, dans 20 ans, la France est un pays à majorité musulmane. C'est plié, c'est fini. Donc, et je pense qu'en 20 ans, c'est non seulement la démographie, mais c'est aussi les conversions. Parce qu'à partir du moment où il y a 30% d'un pays qui est d'une religion qui est agressive et dominatrice, la plupart des gens, s'ils veulent s'en sortir, ou s'ils veulent par esprit de conformité, ils vont se convertir en masse. Et puis ça va être 1 million de Français qui se convertissent par année, puis dans 20 ans, c'est plié. Est-ce que c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose? C'est pas moi de le dire, on verra bien. Alors il y a des gens qui sont horrifiés par ça, il y en a d'autres qui le souhaitent. Moi, enfin, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Que je sois pour ou contre, etc. C'est votre problème en France, donc voilà. Mais quand on voit les cathos traditionnels en France, la question que j'ai envie de poser, c'est combien de divisions? Est-ce qu'ils sont organisés? Alors certes, c'est bien, faire une manif, montrer qu'on existe, mais après, est-ce que ça pèse vraiment? Question qui va se poser. En tout cas, on voit que même à la question qu'est-ce que ça veut dire d'être français, c'est quoi l'identité française, on a des versions très différentes. Il y a des gens qui disent non, être français, c'est être ouvert, les droits de l'homme, tolérant, et d'autres, c'est dire ah non, c'est être les traditions, régionalisme, religion, etc. Pour d'autres, c'est on est en train de vous coloniser, donc en gros, on va faire le département du nord, d'Alger du Nord, ou du Mali Nord et de Bamako Nord. Et bon, c'est quoi être français aujourd'hui? C'est une vraie question qui va se poser. De toute façon, le pays s'américanise, avant même qu'il s'islamise. Il s'américanise, il faut le voir les choses comme ça. Les gens se plaignent, oui, mais maintenant ils font du quick halal. Oui, mais pourquoi tu bouffes chez Quick? Tu es en France avec la meilleure cuisine du monde. Pourquoi tu bouffes des hamburgers américains? Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais posez-vous la question. Alors on voit une réaction, on voit les Antigones, on voit les Hommes, c'est bien. En plus, c'est classe et c'est intéressant. Mais quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez comme critique, y compris celle-ci, de toute façon, vous allez être catalogué comme raciste. Si vous critiquez les butt plugs au milieu de Place Vendôme ou l'art bizarre qu'on met à Versailles, vous êtes considéré comme raciste. Si vous critiquez la télévision, la télé-réalité, on va vous traiter de réactionnaire. Si vous considérez que la gauche fait envahir la France par des populations du monde entier avec l'argent des contribuables, vous allez être traité de raciste. Si vous constatez que la justice ne met pas en prison les racailles qui attaquent les Français, et au contraire, on va ponctionner de l'argent aux Français pour réinsérer ces racailles, on va vous considérer comme raciste. Si vous posez la question d'une grande partie de la migration qui fait beaucoup d'enfants et qui vit des allocations familiales, on va vous traiter de raciste. Si vous prenez le RER et vous constatez que vous êtes le seul blanc dans une rame de métro où il n'y a que des noirs, des arabes, il y a aussi un asiatique qui est là par hasard, et que vous posiez la question, le fait de se poser la question fait de vous déjà un raciste. Et quand vous constatez que dans la classe de vos enfants, sur 40 élèves, il y a 3 blancs, euh, si vous posez la question, vous êtes raciste. Ça va finir en guerre, hein, ça va finir en guerre civile, parce qu'au bout d'un moment, quand vous mettez sous pression un peuple, soit il meurt, soit il explose, et ça va finir en guerre. Et c'est bête, c'est franchement bête, parce que, bien sûr qu'il y a eu trop d'immigration, mais une grande partie des immigrés, c'est des gens bien. Franchement, moi je le pense vraiment. Chaque fois que je rencontre des gens, enfin alors peut-être c'est les milieux que je fréquente, mais il y a sincèrement des gens qui travaillent, qui sont sincèrement des humains bien.
Et même, moi ça me choque pas quand il y a l'Algérie qui gagne, de voir des franco-algériens à double nationalité qui sont fiers de la victoire de leur équipe. Moi ça me choque pas, je prends pas ça comme un affront à la France. On a le droit, on peut avoir une affection pour ses origines. Ensuite, la double nationalité pose vraiment un problème. Mais moi je ne serais pas choqué par ce genre de choses. Mais, mais même si moi je suis plutôt d'une approche très modérée, même ça, je me fais traiter de raciste. Et quand on remarque la population carcérale française d'être à 90% de gens qui se disent musulmans, on est traité de raciste. Quand on constate que les racailles dans les banlieues, c'est essentiellement des groupes de plus en plus ethniques, avec une homogénéité ethnique, on se fait traiter de raciste. Et quand on mesure la violence, l'ultra-violence qui commence à se pointer dans ces populations, euh, on est traité de raciste aussi. Donc au bout d'un moment, on s'en fout. On s'en fout complètement d'être traité de raciste. De toute façon, les gens qui vous traitent de raciste, c'est quatre journalistes, et c'est des Parisiens, c'est l'intelligentsia de Paris, c'est les apparatchiks du système soviétique français. Et au bout d'un moment, la plupart de la population n'a plus rien à foutre. Aujourd'hui, les langues se lâchent. Entre guillemets, on n'a plus de complexe. Les gens disent ce qu'ils pensent, votent comme ils pensent, euh, disent pourquoi ils ont voté par exemple Front National, et aujourd'hui le Front National c'est le premier parti de France, même si c'est un parti que je trouve de l'extérieur extrêmement modéré, pas du tout xénophobe, très très modéré, je veux dire, c'est pas un pays qui va résoudre les problèmes, hein, ils ne pourront pas, c'est beaucoup trop modéré pour avoir ne serait-ce que l'espoir que ça change. Mais le problème c'est que pour faire ce qui change, c'est catastrophique aussi, c'est-à-dire que la solution est aussi catastrophique que le problème. Donc ça va être un vrai problème. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand ça va devenir violent, ben, tous ces problèmes, ils vont exploser, ils vont s'auto-amplifier les uns les autres, et on risque de voir vraiment moi je crains vraiment une sorte de guerre civile, multifacette, multigéographique, multiethnique. Euh, Ça va pas être que deux camps, il va y avoir beaucoup de camps, et ça va être extrêmement violent, ça va être extrêmement compliqué. Et, euh, et je pense que la France est un des pays au monde où il y a le plus de risques pour que l'effondrement économique que je prévois soit le plus violent. Après, il y a toujours la chance d'un redressement, il y a toujours la chance de l'homme ou de la femme providentielle. Ça me paraît difficile, mais c'est toujours possible. Et puis, l'effondrement, réfléchissez surtout à là où vous vivez, à votre dépendance des flux d'approvisionnement, de l'infrastructure complexe, autoroutes, flux de transport et autres, qui font que votre pays est fragile et que si ça s'effondre, eh bien, ça devient extrêmement fragile. Il va y avoir des mouvements de panique. Et toute la logique de la préparation en cas de catastrophe naturelle ponctuelle, mais aussi en cas de large effondrement économique, elle devient de plus en plus nécessaire et de plus en plus vitale. Et je vous encourage à vous préparer parce que nous allons dans un monde avec plus de pauvreté, plus de violence, euh, plus de chaos et de mouvements de population massives, avec plus de guerres, plus de destruction, où l'autonomie sera vitale pour beaucoup de gens, et avoir un peu d'eau, avoir un peu de nourriture, pouvoir se défendre euh, contre l'État, mais aussi contre les hordes d'autres personnes devenant agressives, va devenir une préoccupation de plus en plus présente. Et donc je vous encourage à garder la tête froide, à ne pas forcément pointer du doigt, à ne pas trouver des boucs émissaires, mais vraiment de réfléchir à la cause des causes et éventuellement à comment se protéger, vous, votre famille, et de comment réagir de manière intelligente à ce qui est en train d'arriver. Ne pas réagir avec passion et haine. Sincèrement, je vous encourage, et tant que c'est possible, respectez la loi, quittez les endroits violents, quittez les endroits avec trop forte densité de population, sincèrement, essayez de vivre dans des endroits plus calmes. Les campagnes françaises se vident, il faut les re-remplir, et c'est à vous de le faire. Ce sont des endroits que vous allez pouvoir enrichir, faire rendre vivants, vivifier, où vous pouvez recréer un enracinement, seul, en famille ou à plusieurs, c'est tout à fait possible. Pensez à vous organiser, pensez aux 7 éléments que j'explique dans mes livres, les éléments qui vous permettent d'être résilient. Et à la fin, réfléchissez à ce qui va vous permettre de recréer ce lien et peut-être de recréer une certaine France. Peut-être pas la France du passé, peut-être certainement pas la France d'aujourd'hui, peut-être la France d'une vraie volonté de vivre en commun qui sera peut-être une France plus agréable demain. La transition sera difficile, et peut-être que la France ne sera plus géographiquement la même France qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des séparations. Il y aura peut-être la Savoie, la Bretagne, le Pays Basque, l'Émirat de Tourcoing, l'Émirat de Marseille, l'Émirat
du 9-3 qui vont devenir des régions peut-être indépendantes, mais en tout cas qui vont se séparer. C'est possible, c'est pas du tout impossible. L'intégrité territoriale, elle va être difficile dans des situations de chaos. Mais enfin, là, ce qui compte, c'est aussi d'être dans un endroit où vous êtes en sécurité euh, physique et alimentaire et émotionnelle dans un certain point de vue. Donc réfléchissez à comment vous pouvez avoir une vie plus simple, une vie sans l'agression de la publicité, de la télévision. Désintoxiquez-vous de la mauvaise nourriture, mais aussi du poison intellectuel qui est véhiculé par la télévision et autres médias. Reprenez les activités physiques en commun avec vos amis, autour de vous. Réapprenez des nouvelles compétences, des compétences qui seront utiles dans l'avenir. Donc ça, on l'explique dans mes livres. Et puis, quittez le système financier, mettez le maximum de côté pour justement vos préparatifs, et puis dans de la vraie monnaie, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, et non plus physique, hein, pas dans une banque et dans le système financier, parce que ça va s'effondrer. Redécouvrez, je vous encourage de découvrir le travail d'un Étienne Chouard, ou simplement de vous intéresser à la démocratie directe, comme on peut encore l'avoir en Suisse ou dans d'autres pays. Mettez vos systèmes d'alerte, renseignez-vous sur ce qui se passe vraiment. N'écoutez pas les mensonges que vous disent les médias mainstream, mais trouvez les informations qui vous semblent de confiance sur les médias alternatifs. Internet est excellent là-dessus. Faites le tri, bien sûr, il y a de tout, hein. Et préparez-vous à un avenir peut-être difficile, mais si vous vous préparez bien, cet avenir, vous allez au contraire l'accepter même avec bonheur parfois. Et finalement, malgré les difficultés, je pense qu'on peut réellement construire un monde meilleur. Peut-être pas pour tous, on va peut-être pas tous y arriver, mais au moins vous, votre famille, vos cercles d'amis, peut-être que vous allez pouvoir faire quelque chose. Et cette préparation, mine de rien, elle peut aussi vous préparer aujourd'hui pour des problèmes comme des inondations, des incendies, etc., qui sont finalement, entre guillemets, triviaux, mais qui arrivent et qui vous permettent, cette préparation vous permet aussi aujourd'hui de prévenir la criminalité, de savoir vous défendre, de savoir éviter les problèmes et pourquoi pas d'améliorer votre vie dès à présent. Donc il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde, parce que je ne crois pas qu'on va vers la fin du monde, évidemment. On va à la fin vers la fin de notre monde. C'est très différent. Et donc, réfléchissez par vous-même, bougez-vous les fesses, et je vous encourage à bien vous préparer et à devenir résilient, autonome le plus possible, et surtout de recréer ce lien social avec des gens autour de vous avec qui vous partagez un certain nombre de valeurs et une certaine vision de l'avenir. Voilà, c'était un petit topo sur la France, et courage, et à très bientôt. Ciao.